Bonjour à tous. Donc, on va enchaîner le cours de la pharmacologie et on va voir la deuxième partie, c'est la pharmacocinétique. Donc, si vous vous rappelez, donc, nous avons dit que la pharmacologie, donc, c'est l'étude qui s'intéresse, c'est une science qui s'intéresse à l'étude des devenirs des médicaments et aussi aux effets des médicaments. Et maintenant, on va voir la pharmacocinétique, qui est l'étude de l'évolution des concentrations d'un médicament en fonction du temps. Donc, ce que fait l'organisme au médicament, c'est-à-dire l'étude du devenir des médicaments dans l'organisme. Donc, la question qui se pose, pourquoi on s'intéresse à la pharmacocinétique? Donc, bien sûr, on s'intéresse à la pharmacocinétique pour préciser les posologies à utiliser chez les patients, la posologie des médicaments. Aussi de connaître les délais et la durée d'action du principe actif. On connaît aussi, grâce à la pharmacocinétique, les limites des associations médicamenteuses. Aussi, grâce à la pharmacocinétique, on maîtrise aussi les facteurs de variation de la cinétique des différents médicaments. Et aussi, grâce à la pharmacocinétique, on précise les modalités d'administration du principe actif. Entre le moment de l'administration du principe actif et celui d'avoir l'effet, le médicament, il franchit 3 étapes. Donc la phase biopharmaceutique, donc la phase de la dissolution du principe actif, la phase pharmacocinétique et la phase pharmacodynamique. Dans cette présentation, on va s'intéresser c'est-à-dire à la phase pharmacocinétique. Donc les étapes pharmacocinétiques, donc nous avons la première étape qui est l'absorption. Donc nous avons 4 étapes. Donc c'est l'absorption, c'est la distribution, métabolisme et l'élimination. Donc c'est la DME. Donc il commence par l'absorption. Donc c'est une étape du devenir qui conduit le produit administré de son site d'administration jusqu'à la circulation générale. Donc l'étape du devenir. Lorsqu'on administre un principe actif, c'est-à-dire à partir de son site d'administration, intramusculaire, sous-cutané, intradermique, oral, jusqu'à le fait d'arriver à la circulation générale. Bien sûr, l'intraveineuse par exemple, il ne passe pas par cette étape parce qu'il est directement dans la phase de distribution, c'est-à-dire dans la circulation générale. Donc pour la phase de distribution, donc c'est la répartition des produits administrés dans l'organisme à partir de la circulation générale, c'est-à-dire dans la distribution. Le principe actif, il est dans le sang, il est dans la circulation générale. Il va commencer par la distribution plasmatique et par la suite la distribution vers les tissus. C'est ce qu'on appelle la distribution tissulaire. Pour la troisième phase, c'est le métabolisme. Donc ici, le médicament doit subir un métabolisme, une biotransformation. C'est un ensemble de processus qui modifient les structures chimiques des composés administrés. C'est-à-dire que le principe actif va subir un ensemble de réactions chimiques pour avoir ce qu'on appelle des métabolites, des composés administrés, c'est ce qu'on appelle les métabolites. Donc ici, le rôle du métabolisme, c'est de rendre le principe actif hydrosoluble pour qu'il soit éliminé facilement. Donc essentiellement, je n'ai pas dit exceptionnellement, mais essentiellement, le métabolisme, il se fait au niveau du foie. Donc, c'est ce qu'on appelle la biotransformation hépatique. Après le métabolisme et la formation des métabolites, donc il y a l'élimination. Donc c'est un ensemble de processus qui permettent aux composés administrés, qui sont issus de la phase de métabolisme, de quitter l'organisme. C'est-à-dire
c'est-à-dire les métabolites qui doivent quitter l'organisme, qui doivent être éliminés, soit une excrétion urinaire, soit biliaire, soit salivaire, soit dans le lait, etc. Donc il y a plusieurs voies d'élimination des métabolites des principes actifs. Donc pour que le médicament franchisse les barrières physiologiques, donc pour qu'il passe d'une étape à une autre, de l'absorption à l'administration, et de la partie plasmatique vers les tissus, le principe actif il doit franchir les barrières physiologiques. Donc les étapes absorption, distribution, élimination donc nécessitent le franchissement de barrières physiologiques par transfert membranaire. C'est-à-dire pour que le principe actif traverse cette membrane qui est bicouche phospholipidique. Donc le transfert membranaire de ces principes actifs, il dépend de plusieurs déterminants, à savoir l'irrigation des tissus, c'est-à-dire le débit sanguin tissulaire, aussi les propriétés physico-chimiques du principe actif, à savoir le poids moléculaire, la lipophilie ou bien la liposolubilité des médicaments, et aussi le degré d'ionisation du principe actif, est-ce qu'il est sous forme ionisée ou non ionisée, et aussi les modalités de transfert membranaire, est-ce que ce forme le est-ce qu'il va être est-ce qu'il va subir un transfert membranaire actif ou passif. Donc pour que le principe actif passe à travers cette membrane, donc il doit être bien sûr non ionisé. Donc le degré d'ionisation, le principe actif doit être non ionisé, non chargé. Et aussi il doit être liposoluble, parce que ces chaînes hydrocarbonées elles sont phospholipidiques. Donc toutes ces chaînes-là, elles sont lipidiques. Donc le médicament, il doit être liposoluble pour assurer son passage à travers cette membrane biphospholipidique. On a dit que parmi les propriétés physico-chimiques, ou bien nous avons dit que le transfert membranaire il est déterminé par les propriétés physico-chimiques du principe actif. Nous avons dit le poids moléculaire et les propriétés physico-chimiques du principe actif. Pour les propriétés physico-chimiques du principe actif, ils sont le pKa du principe actif. Le pKa il est défini par le pH auquel la moitié des molécules sont ionisées. Donc le pH du principe actif qui donne 50% des principes actifs, il est sous forme ionisée. Bien sûr, ils sont très variables selon les principes actifs. Chaque principe actif il a son pKa. Et aussi le pH du milieu. Aussi, il détermine aussi le degré d'ionisation du principe actif. Prenons par exemple s'il s'agit d'un médicament acide. Vous voyez ici à gauche, rouge, la partie rouge. Supposons que vous avez un médicament acide qui a un pKa est égal à 10. Donc ici. Donc la forme du médicament des principes actifs, il est sous forme non ionisée, quel que soit le pH du milieu. Donc c'est toujours un pA, un principe actif acide, et qui a un pKa est égal à 10, il est toujours sous forme non ionisée. C'est-à-dire l'absorption va être très importante. Nous avons dit que le passage à travers la membrane, un médicament qui est sous forme non ionisée, il passe rapidement
à travers la membrane phospholipidique. C'est-à-dire on va avoir une réabsorption très importante. Supposons que ce médicament acide, il a un pKa qui est égal à 1 ici. Donc toujours ce médicament-là, il se forme ionisé quel que soit le pH du milieu. Et on va avoir une réabsorption nulle. Pourquoi une réabsorption nulle? Parce que le médicament, il se forme ionisé. Il trouvera des difficultés à passer à travers les membranes. Prenons un autre exemple, si le pKa est égal à 5. Donc ici, c'est une zone d'influence du pH. Donc ici, il y a le pKa et aussi, il y a aussi l'intervention du pH. Il a un rôle aussi. Donc à retenir, un médicament acide dans un milieu acide, il se forme non ionisé. Un médicament acide dans un milieu basique, il se forme ionisé. Donc, supposons que le pKa du principe actif acide, il est à 5, et le milieu, c'est l'estomac. Donc, le médicament acide, dans un milieu acide, c'est la forme non ionisée. Donc, on va avoir une réabsorption très importante. Comme j'avais dit, un pH acide, dans un milieu acide, il est toujours se forme non ionisée. Donc, entre pKa est égal à 2,5 jusqu'à 7,5 pour un médicament acide, on doit connaître le pH. Si on connaît le pH, on va connaître quelle est la forme du principe actif. Donc l'ionisation diminue la solubilité. D'accord? Un médicament liposoluble, il est peu ionisé. D'accord? Donc toujours les médicaments liposolubles, ils sont moins ionisés. Un médicament hydrosoluble, il a une ionisation qui est aisée. Pour évaluer les proportions de la forme ionisée et non ionisée, on peut utiliser la forme de Anderson-Hasselbalch. Pour le médicament acide, surtout les acides faibles, le pH est égal à pKa plus logarithme de la forme ionisée divisé par la forme non ionisée. Pour le médicament basse fibre, c'est le pKa plus logarithme de la forme non ionisée sur la forme ionisée. Donc c'est l'inverse de l'acide faible. En prenant par exemple aspirine. Donc il a un pKa qui est égal à 3. Donc ici on va utiliser cette formule-là, parce que c'est un acide faible. Donc si le pH est égal à 3, c'est-à-dire qu'ici le logarithme de la forme ionisée et la forme non ionisée est égal à 0. Parce que le pH est égal à pKa à 3. Le logarithme de la forme ionisée divisé de la forme non ionisée, c'est-à-dire le logarithme de 1. C'est-à-dire que la forme ionisée divisée sur la forme non ionisée est égale à 1, c'est-à-dire la proportion de la forme ionisée est égale à la proportion de la forme non ionisée, c'est-à-dire 50 sur 50. 50%, 50%. Maintenant, on va passer, on a vu le pKa. Maintenant, on va voir la liposolubilité et on va parler du coefficient de partage. Donc, si vous vous rappelez, nous avons dit qu'il y a les propriétés physico-chimiques, il y a le poids moléculaire. Donc, le médicament qui a un petit poids moléculaire, il passe à travers les membranes. Nous avons parlé de l'ionisation, c'est le pKa qui est dans la proportion de la forme non ionisée ionisée, et c'est la forme non ionisée qui est plus facilement qui passe facilement à travers la membrane. Et maintenant, on va voir la liposolubilité et on va voir le coefficient de partage. Donc, on va commencer par la définition de la solubilité. Donc, la solubilité, c'est l'aptitude d'un médicament à se dissoudre dans un liquide, soit dans un solvant qui est apolaire ou polaire, c'est-à-dire de l'eau. Donc le coefficient de partage, Ks,
est égale à la concentration du principe actif dans le solvant 1, qui est toujours apolaire, les huiles, les benzènes, les ptanes, sur ou bien divisé par la concentration des principes actifs dans le solvant 2, qui est la phase ou bien l'eau. Plus le Ks, il est élevé et supérieur à 1, c'est-à-dire que la concentration des principes actifs dans l'huile, il est très important, c'est-à-dire qu'on dit que le principe actif, il est liposoluble, il est très soluble dans les lipides. D'accord? Plus le Ks, il est élevé, plus le principe actif, il passe une membrane lipidique. Bien sûr, si la concentration du médicament, il a une grande concentration, la solubilité du médicament dans un solvant 1 qui est apolaire, bien sûr qu'il va passer à travers la membrane lipidique parce que la membrane, certes la chaîne hydrocarbonée, elles sont très liposolubles. Parce que c'est une membrane lipidique, bien sûr, le principe actif qui est liposoluble, il va passer à travers la membrane rapidement. Et on va prendre un exemple. La noradrénaline, il a un coefficient de partage qui est de 0,01, c'est-à-dire moins de 1. C'est-à-dire que la concentration dans le solvant 2, qui est l'eau, il est très importante que dans le solvant 1. C'est-à-dire que la noradrénaline, elle est 100 fois plus soluble dans l'eau, le solvant 2, que dans un solvant qui est organique. C'est-à-dire qu'on peut dire que la noradrénaline, elle est hydrosoluble. Elle est très hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau. Donc, il n'est pas liposoluble. Donc, le passage à travers la membrane lipidique, ça va être très difficile. Donc, les différents transferts, un transport membranaire, nous avons dit que le principe actif, il passe à travers la membrane via différents mécanismes de transport membranaire. Donc, il y a le transport passif, c'est la diffusion, il y a la diffusion simple et la diffusion facilitée, c'est toujours dans le transport passif. Et il y a la deuxième partie, c'est le transport actif. Il y a le transport actif primaire, en particulier les pompes ioniques ou bien les pompes ATPase qui utilisent l'ATP. Et il y a le transport actif secondaire dans deux situations, le cotransport par sympore et le cotransport par antipore. On va les voir en détail. Et on commence par le transport passif. Donc il y a les deux, il y a le transport passif, il y a le transport actif. Dans le transport passif, donc il y a le transport passif simple. Et vous voyez donc c'est le passage, c'est la diffusion, bien le transport membranaire du milieu le plus concentré vers le moins concentré. D'accord? Sans l'utilisation de l'énergie. C'est ça la définition du transport passif. Donc c'est le transport, bien le transfert membranaire du milieu le plus concentré vers le moins concentré sans utilisation ni de transport ni d'énergie. D'accord? C'est ce qu'on appelle simple. Et il y a facilité, c'est l'utilisation des perméases, mais sans consommation d'énergie. Mais c'est toujours dans le sens du gradient de concentration, le plus concentré vers le moins concentré. Donc c'est ce qu'on appelle le transport passif. Donc il y a simple et il y a facilité. Donc le deuxième transport actif où il y a la consommation d'énergie, donc c'est le transport actif, il y a primaire, en utilisation une pompe ATPA, c'est-à-dire une pompe qui va consommer de l'énergie. Et vous voyez ici le transport qui passe du milieu le moins concentré vers le plus concentré, c'est-à-dire dans le sens contraire du gradient de concentration. C'est pour cela qu'il utilise l'ATP. D'accord? Donc pour le transport actif
secondaire, il utilise un gradient ionique. Vous remarquez ici, donc il n'y a pas la consommation d'ATP, et vous voyez que le moins concentré, les ions de la couleur blanche, d'accord, qui passe du milieu le moins concentré vers le plus concentré, c'est-à-dire dans le sens du gradient de concentration. Mais il a besoin d'énergie. D'où vient cette énergie? Il vient de l'énergie, ou bien le gradient ionique donné par l'ion moteur. Les ions de couleur noire, ils ont donné un gradient ionique, ce qui a facilité le transport, le transfert des ions de couleur blanche. Donc il y a le transport passif et il y a le transport actif. Le transport passif, il est simple, soit il est facilité, et il y a le transport actif, soit primaire, en utilisant une pompe ATPase, soit secondaire avec cotransport. Ici, les ions de la couleur noire, ils jouent le rôle de cotransport en utilisant un gradient ionique. Donc ici, nous avons des exemples. D'accord? Vous voyez ici, donc, c'est la pompe ATPase. Donc, en consommant l'énergie, donc vous voyez, donc, c'est un transport qui est actif. Ici, donc, c'est un transport qui est passif. Vous voyez, donc, c'est toujours dans le sens du gradient de concentration. Le plus concentré vers le moins concentré. D'accord? Et vous voyez ici, donc, c'est toujours le plus concentré vers le moins concentré, donc c'est le transport passif. Alors que ici, c'est un transport qui est actif. Donc l'exemple de la pompe, c'est la pompe sodium-potassium ATPase. On l'appelle ATPase parce qu'il consomme de l'énergie. Donc dans le transport actif, nous avons dit que le transport actif secondaire, soit il est en sympore ou bien antipore. Donc vous voyez donc l'antipore, c'est-à-dire le passage des ions dans deux sens différents. Vous voyez les H+ qui rentrent et les sodiums qui sortent. Donc vous voyez dans le sens contraire, c'est ce qu'on appelle l'antipore. Et le sympore, c'est de le même sens. Vous voyez ici les ions de sodium et les ions de sucre. C'est dans le même sens, c'est ce qu'on appelle les ions, un transport qui est sympore. Et le transport sympore et antipore, il rentre dans ce qu'on appelle le transport actif secondaire. Je présente aussi des pompes du flux, la PC. Ce sont des pompes du flux qui favorisent l'élimination ou bien l'extrusion des médicaments ou bien les toxiques ou bien des substances toxiques de la cellule. Donc ils permettent, ces pompes-là, elles permettent l'élimination des médicaments ou bien des substances toxiques de la cellule. Donc les plus importantes en pharmacologie sont la glycoprotéine P, PGP, et multidrug-isolated protein MRP. Donc ce sont des pompes du flux qui favorisent l'élimination des médicaments ou bien les toxines de la cellule, favorisent la sortie et l'élimination du médicament de la cellule. Donc nous avons quelques exemples aussi. Donc les PGP, nous avons des PGP au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau, au niveau du foie, au niveau de l'intestin, au niveau des testicules, au niveau des reins, au niveau aussi des placentas et les ovaires chez les femmes. Donc ils présentent dans de nombreux sites de l'organisme. Ils protègent de la pénétration des xénobiotiques, donc les médicaments, donc pour qu'ils ne passent pas dans le cerveau ou bien qu'ils ne passent pas dans différents organes. C'est ce qu'on appelle les PGP.